Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va mettre en lumière les systèmes complètement cachés et pourtant ultra rigoureux qui font tourner les hôtels et les restaurants. Souvent, en tant que client, on ne voit que la surface des choses, n'est-ce pas? Une chambre impeccable, un repas délicieux servi avec le sourire. On vient pour se détendre, chercher une expérience. Mais derrière ce décor hyper apaisant se cache en réalité une véritable machinerie. C'est une organisation scientifique complexe où, littéralement, chaque petit détail est millimétré. Face à cette mécanique, une question de fond s'impose. Qu'est-ce qui sépare vraiment un hôtel au bord du gouffre d'un établissement hautement rentable? Il faut savoir que l'hôtellerie et la restauration, ce sont des secteurs avec des marges notoirement faibles. L'erreur n'y pardonne pas du tout. Et la différence entre le succès et la faillite, ça ne se joue pas juste sur un bon emplacement ou la sympathie du personnel à l'accueil. Non, ça se joue dans l'ombre. Ça repose sur une maîtrise absolument implacable des coûts, des stocks et de la fluidité des opérations. Pour vraiment saisir comment ça marche, on doit changer totalement de perspective. Oublions un instant les notions de loisirs et de tourisme. Si on lit les documents d'études de gestion, un restaurant y est littéralement défini comme une usine. Eh oui, une usine. Une usine qui achète des matières premières, y ajoute de la main-d'œuvre et pas mal de frais généraux, avec un seul et unique but, produire des repas vendus avec un profit. Voir la restauration sous cet angle industriel, ça change absolument tout. On ne parle plus seulement de gastronomie, mais bien de pur rendement de production. Au programme de notre analyse aujourd'hui, 1. La machine hôtelière, 2. Les opérations de réception, 3. Le suivi des mouvements clients, 4. Le moteur qu'on appelle Food and Beverage, et pour finir, 5. Le contrôle des coûts et des rendements. C'est parti. On commence tout de suite avec notre première partie, la machine hôtelière. En fait, cette industrie repose fondamentalement sur deux piliers massifs. D'un côté, on a le front of house, c'est le pôle logistique en contact direct avec le public, dont l'exemple parfait est la réception, et de l'autre côté, le back of house, c'est le moteur de production complètement caché, comme les cuisines et tout le département food and beverage. Ce qui est dingue, c'est que ces deux mondes, aux ambiances radicalement opposées, doivent fonctionner dans une synchronisation absolue. Leur objectif commun exige un suivi méticuleux de chaque donnée. Pourquoi? Pour garantir à la fois l'illusion d'un séjour parfait pour le client et la survie financière de la boîte. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les opérations de réception. C'est un endroit fascinant parce que l'agencement même d'une réception possède une double identité. Côté hall, le comptoir, qui fait généralement dans les 1,20 m de haut, offre un décor luxueux, hyper flatteur, conçu pour impressionner et rassurer dès les premières secondes. Mais juste derrière, caché à la vue, c'est un véritable poste de commandement administratif. À 85 cm du sol, on trouve des tables de travail, des plannings d'occupation, des calculatrices, des tableaux de clés, bref, toute l'esthétique de l'accueil masque en réalité une efficacité redoutable. Et pour que cet accueil paraisse naturel et sans aucun effort, il faut une mémoire d'éléphant. C'est là qu'intervient le fameux Cardex. C'est un système de suivi ultra sophistiqué, mis à jour en permanence. Il regroupe les informations générales du client, l'historique complet de ses séjours et surtout ses préférences spécifiques. Est-ce un VIP? Est-ce qu'il aime trouver un bouquet de fleurs précis dans sa chambre ou une boisson particulière dans le minibar? C'est la banque de données ultime pour les réceptionnistes. Ça leur permet d'anticiper le moindre besoin et de fidéliser la clientèle sans jamais rien laisser au hasard. Passons maintenant à notre troisième partie, le suivi des mouvements clients. Il faut savoir que le cycle de vie d'un séjour suit une chronologie documentaire hyper stricte. Étape 1, le bulletin d'arrivée. Dès l'instant où un client fait son check-in, ce document alerte instantanément tous les autres départements qu'un compte est ouvert. Étape 2, le livre des mouvements. C'est en gros le journal de bord de la réception qui compile l'état quotidien de l'hôtel, le nombre de nuitées, etc. Et enfin, l'étape 3, le bulletin de départ. Ce dernier document est crucial, il rassemble les dernières prestations pour la facture finale et signale tout de suite à la gouvernante qu'il faut préparer la chambre pour le prochain occupant. Mais attention, toute cette documentation, ce n'est pas juste de la paperasse. Le truc à retenir ici, c'est que chaque arrivée et chaque départ alimentent directement des formules mathématiques vitales. Par exemple, le taux d'occupation mesure très précisément l'utilisation des capacités physiques du bâtiment. Le prix moyen par chambre, lui, évalue l'efficacité financière réelle des ventes. Et la durée moyenne de séjour aide à décrypter le comportement des clients. En clair, c'est à partir de ces statistiques pures et dures que la direction pilote le navire. Allez, on quitte la réception pour notre quatrième partie, le moteur Food and Beverage. Bienvenue en cuisine. Ici, la gestion de l'afflux massif de matières premières exige un contrôle des stocks implacable. Et il y a deux grandes méthodes pour gérer ça. D'abord le FIFO, première entrée, première sortie. Très logique, on écoule les vieux stocks en premier pour éviter que les denrées périssables ne se gâtent. C'est d'ailleurs la norme chez des géants comme Hilton. Ensuite, il y a le LIFO, dernière entrée, première sortie. Là, on utilise les stocks les plus récents en priorité, ce qui permet de coller aux prix les plus actuels du marché pour calculer les coûts. Pratique, mais on l'utilise uniquement quand le risque de péremption n'est pas un problème, comme pour les produits secs.
Et quand on s'intéresse au traitement de ces matières premières, la réalité est brutale. Entre l'achat brut de l'animal et l'assiette, la perte de produit est énorme. Tenez-vous bien, le rendement du bœuf par rapport à l'animal vivant, c'est 55%. Et pour le mouton, ça tombe à 50%. La moitié du poids part en déchets, os et nettoyage. Et ce n'est pas tout. À la cuisson, les viandes jeunes comme le veau ou la volaille perdent jusqu'à 50% de poids en plus que les animaux adultes à cause de l'eau qu'elles contiennent. C'est pour ça qu'en cuisine, le contrôle des portions doit être chirurgical. Le moindre gramme perdu engloutit directement la marge bénéficiaire. Ce qui nous amène logiquement à notre 5e et dernière partie, le contrôle des coûts et des rendements. Regardons l'impact dingue que peut avoir ce contrôle des portions avec un cas pratique tiré des sources. Prenons le coût matière d'une seule meunière vendue 18 dirhams. Si le chef sert une portion standard de 250 grammes, le coût des ingrédients représente environ 36,6% du prix de vente. Mais écoutez bien ce deuxième chiffre. En réduisant la portion à 220 grammes, ce coût chute à 32,6%. En retirant à peine 30 petits grammes de poisson de l'assiette, l'établissement récupère instantanément 4% de profit net. Multiplié par des milliers de repas, la différence est tout simplement monumentale. Et ça illustre parfaitement la règle d'or absolue de cette industrie, résumée par ce simple chiffre, 10. Les analyses soulignent qu'un dirham économisé grâce au contrôle rigoureux des coûts de la nourriture est 10 fois plus productif qu'un dirham gagné en nouveau chiffre d'affaires. La logique est imparable. Une économie d'1 dirham, c'est 1 dirham de profit pur qui va dans les caisses. Alors que pour gagner ce même dirham de profit, via de nouvelles ventes, il faut d'abord générer 10 dirhams de chiffre pour couvrir la marchandise, le personnel et les frais. Le contrôle, ça rapporte bien plus que la simple vente. Voilà pourquoi les leaders mondiaux de l'industrie ne laissent absolument aucune place au hasard. Ils utilisent des systèmes de contrôle prédictifs avancés. Des chaînes comme Hilton ne se contentent pas de calculer ce qu'elles ont dépensé à la fin du mois, elles calculent le coût potentiel théorique et idéal de chaque ingrédient bien avant que la première commande de la journée ne soit prise. En normalisant les portions à l'extrême et en anticipant le moindre coût, ils s'assurent que chaque restaurant, où qu'il soit dans le monde, atteigne très exactement son objectif financier, tous les jours. Pour conclure notre analyse, gardons bien ceci en tête. La prochaine fois qu'on s'assoit devant un repas parfaitement dressé, ou qu'on entre dans une chambre d'hôtel impeccable, posons-nous la question. Quels calculs mathématiques complexes, quelles fiches techniques invisibles et quels contrôles méticuleux en coulisses ont rendu cette expérience si parfaite? Car derrière l'art si fluide de l'hospitalité, il y aura toujours l'œil froid et calculateur d'une gestion de très haute précision. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau décryptage.